Bon, on voit une soif inextinguible de mobilité. Monsieur Mera, je me tourne vers vous, parce que c'est vous qui êtes un peu aussi l'interface avec le Parlement qui, au final, vote les budgets. On sait que les budgets, par contre, ils ne sont pas inextinguibles du tout. Est-ce qu'il y a un moment donné où il faudra dire aux gens, écoutez, c'est très bien que vous aimiez bouger, mais bon, il faut passer à la caisse maintenant. Est-ce qu'on a des moyens illimités? Je vous pose la question de façon très naïve. Non, mais ce moment est venu, en fait. On a ce fameux projet législatif constitutionnel qui est devant le Parlement à l'heure actuelle. Les discussions viennent de commencer dans les commissions qui s'appellent FEF. Je croyais qu'on disait FIFE. On dit Fabi, nous on l'utilise en allemand en principe. FIFE, comme vous voulez, qui est absolument décisif pour l'avenir, mais qui est aussi présent. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Il s'agit d'assurer les sources de financement pour maintenir la qualité de l'infrastructure existante, mais aussi pour développer l'infrastructure à l'avenir à travers chaque fois des programmes qui seraient présentés et décidés par le Parlement tous les 4 ou 8 ans, pour pouvoir justement s'adapter aussi à ces trends, aux évolutions de la société, pour gagner en souplesse et pouvoir réagir avec la meilleure flexibilité. Mais ça a évidemment un prix, et le programme présente ce prix. Alors évidemment, c'est des questions comme est-ce qu'il faut taxer plus la polyarité? C'est un des problèmes qu'on a soulevé en disant on aimerait mettre une limite au maximum à 3 000 francs déductibles fiscalement. Pour les frais de transport, le reste, ma foi, c'est une mauvaise incitation, c'est quelque chose qu'il faut fiscaliser. Ces questions-là, elles ont lieu à l'heure actuelle. Le débat a lieu, on en espère beaucoup au Parlement. On a aussi quelque chose qui a relativement disparu, je dirais, depuis le début des années 2000, qui était très très fort, je pense, qui était plus fort dans les années 90, c'était la question du mobility pricing. On était très très fort là-dessus. Une gestion complète de tous une fiscalité notamment complète. les péages routiers aux entrées de ville, ce genre de choses. Avec une vision globale, en frappant tous les modes de transport, avec une fiscalité, déjà par l'internalisation des coûts, mais aussi pour viser une certaine incitation, puis induire des comportements. Je sens le sujet moins actuel maintenant. On a toujours des discussions sur la fiscalité, sur le prix, beaucoup dans le domaine des chemins de fer, un peu moins dans le domaine routier, encore que ça va devenir d'actualité. Mais on n'a plus cette globalité. Mais vous êtes en train de nous dire quoi? Que tout va bien, on a une soif libre de mobilité, on a suffisamment d'argent pour tout le monde? J'aimerais dire juste, si vous permettez, en mots. On est à la veille en Suisse de se doter d'un système de financement des transports publics unique au monde, pérenne et vraiment permettant à la fois de maintenir l'entretien du réseau et de le développer. Malheureusement, cet aspect essentiel du projet que défend Mme Leuthard et son département, et les gens comme Pierre-André Mera, est un peu éclipsé par des débats de clocher sur qui obtiendra le plus de moyens maintenant ou demain, au risque peut-être même de mettre en péril le financement lui-même du système. C'est pour ça que les CFF qui avaient des avis très clairs sur ce qui était nécessaire se sont mis peut-être un peu en retrait, parce que pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on réussisse à mettre sous toit rapidement ce système de financement des transports publics qui est absolument essentiel pour pouvoir à la fois, comme je le dis, maintenir la substance du réseau actuel et de développer, non pas par un grand Big Bang tous les 25 ans, mais systématiquement, régulièrement. Et si on n'arrive pas à faire cela, je crois qu'on aura encore plus de problèmes à résoudre les questions de mobilité dans l'arc lémanique. Dans le premier paquet de 3,5 milliards, il y a déjà pas mal pour le bassin lémanique. Si peut-être on a un peu plus, eh ben, on pourra aller jusqu'à Genève. Et je crois qu'on aura fait ce qu'il faut. Ne nous oubliez pas. Tous les jours, on fait tout ce qu'on peut pour qu'on puisse vraiment avoir les moyens pour vraiment boucler le dossier de les Pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu. Hein, donc, aidez-nous. On s'est investi, Genève à... Mais pour l'instant, je crois que les projets sur sol genevois, pour l'instant, ne sont pas financés. Non. Bon, mais, voilà. Mais bon, il faut aller de l'avant, et nous, on aimerait rentrer dans cette... Continuer le combat. Continuer ce combat, on continuera cette fois, mais c'est vrai, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un fonds pérenne qui doit être mis en place. Puis maintenant, bien sûr, on serait très heureux si on était dans la première cagnotte, les premiers 4 ans, mais si c'est les 4 ans suivants, ben, c'est bien, mais si c'est jamais, là on serait très fâchés et ce serait vraiment ridicule parce
on perd de vue l'essentiel. Et puis ce serait absurde de développer Lausanne sans développer l'autre bout qui est Genève. C'est vraiment une entité. Les questions de réseau, on ne peut pas juste développer une entité, puisque forcément on doit s'interconnecter. Alors c'est presque des faux investissements si on développe un pôle, où que ce soit en Suisse, sans le connecter au reste du réseau. Je crois que c'est très important cette notion de réseau. Hein. On peut même, je faisais encore l'exercice avec mes collègues, je présidais le comité de la conférence des directeurs suisses des transports publics tout à l'heure. Les discussions étaient assez vives avec mes collègues zurichois, zougois et autres. Et je faisais juste encore une fois la démonstration que les besoins d'aménagement de la gare de Lausanne et de la gare de Cornavin pour permettre d'accueillir des trains de 400 mètres de long à 2 étages, transportant quoi, 1300, 1400 personnes. Bientôt personne. 1400 personnes. C'est en réalité pour répondre à la demande qui existe sur le tronçon le plus chargé qui est entre Berne et Zurich. En fait, il y a une communauté de vie et de destin entre les agglomérations de l'axe Est-Ouest que sont Genève, Lausanne, Berne, Zurich. Et pour le moment, malheureusement, au lieu que ces membres de la communauté se mettent d'accord pour dire, ben voilà, on a besoin pour cette communauté à l'horizon 2030 de cela, on ne peut pas tout faire en même temps, on se met d'accord sur un planning, on est en train de se tirer la couverture en disant, dans la première étape, c'est moi qui vais avoir le paquet, toi tu viendras quand tu veux. Plutôt qu'une métropole lémanique, il faudrait une métropole du plateau. Moi je pense qu'il y a un véritable intérêt à ce que ces 4 agglomérations se trouvent, parce qu'elles sont seules et ensemble en mesure de pouvoir faire pencher la balance sur un paquet qui, dans une première étape, permettrait, à mon sens, de bien servir le bassin lémanique, et dans une deuxième, de décongestionner le cœur du système qui est la région zurichoise. Maintenant, jusqu'où on va? Par exemple, on voit que les heures où il y a le plus de demandes, c'est effectivement quand les gens partent au travail, quand ils reviennent. C'est là que les trains sont pleins à craquer. Est-ce qu'on calibre tout le système sur ces heures de pointe? Parce que là, ça va nous coûter extrêmement cher si on fait ça. Ou est-ce qu'on peut trouver... Ça vaut pour la route, ça vaut pour, pour le rail. C'est une vraie question. C'est déprimant, mais on a essayé de déporter un peu la demande en fonction de l'heure avec des systèmes tarifaires. On a vu le succès qu'a remporté l'abonnement 9 heures pour les seniors. Donc on doit le faire. Donc on doit le faire et à n'importe quel prix. Non, je pense qu'il faut continuer à réfléchir à des systèmes qui permettront d'orienter la demande tant que faire se peut. Décréter les heures de pointe, parce qu'au fond, est-ce que c'est vraiment décréter, comment on fait? Écréter. Écréter, pardon. Écréter, ça veut dire les répartir au fil de la journée. Forcément, puisque si on devait répondre, comme vous l'avez dit très justement, à cette demande maximale, ben, c'est exactement le problème qui se pose au Gothard. Est-ce qu'il faut dimensionner le Gothard pour répondre à la demande qui va avoir des départs en vacances, des départs en vacances à Pâques, ou bien est-ce qu'il faut accepter simplement qu'à ces moments-là, c'est un bouchon où c'est difficile de circuler parce qu'on n'arrive pas à répondre à cette pointe maximale. Par contre, si cette pointe maximale se révèle être permanente pendant 6 heures, là je pense qu'il faut agir. Et c'est vraiment cette manière-là assez fine, mais je pense qu'on aura des réponses qui sont plus des réponses soft, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait du télétravail, des heures différenciées pour l'entrée au travail, pour les écoles, est-ce que c'est vraiment obligé de commencer toutes les écoles à 8 heures pile? Même sur Genève, ça se pose comme question. Il y a faire des débuts de journée d'école différenciés selon les établissements. On peut très bien imaginer que certains commencent à 7h moins quart et d'autres à 8h15. Pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on a réussi à faire face à l'augmentation de la demande considérable sur l'ancien TSOL, aujourd'hui rebaptisé M1 en direction des hautes écoles, en décalant d'un quart d'heure dans un sens et dans l'autre les horaires de début des cours les plus fréquents de l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Ça a permis de couper cette pointe, parce que les deux écoles avaient l'habitude depuis des décennies de commencer à la même heure. Donc c'est un peu... C'est peut-être là aussi le moment de mettre le doigt sur une approche un peu nouvelle. Depuis une dizaine d'années, on est en train, d'ailleurs les cantons de Vaud et de Genève étaient un petit peu initiateurs dans ce domaine, d'inciter les entreprises, parfois même de conditionner les permis de construire,
à la mise en œuvre d'un plan de mobilité d'entreprise, où on examine l'ensemble des aspects où, au fond, l'entreprise qui a un contact beaucoup plus direct avec les gens et une influence potentielle, une négociation possible sur les modes, les horaires et les modes de déplacement, peuvent apporter des réponses tout à fait significatives. On a quelques exemples qu'on peut citer dans ma région. Logitech s'établit à côté de la gare de Morges et par un système d'incitation, de subvention aux abonnements de transport public, respectivement de tarification des places de parc, arrive à inciter plus de la moitié de son personnel à utiliser les transports publics, avec toutes sortes d'avantages qui sont donnés. Alors, ce que l'État ne peut pas faire, l'entreprise peut le faire, et là il y a des partenariats qui se nouent de plus en plus fréquemment, à telle enseigne qu'on a essaimé à l'échelle de la Suisse romande, puisque pour la deuxième année consécutive, la conférence des cantons de Suisse occidentale va lancer un concours incitant les je ne sais plus combien de milliers d'entreprises invitées à présenter un plan de mobilité avec des résultats à la clé qui permettent de Des solutions innovantes, etc. Voilà. Ok. Une question, de nouveau, vous allez me prendre pour un obsédé de l'argent, mais qui paye quand même, parce qu'on sait que par exemple pour les transports publics, quand vous achetez en billet, vous ne payez pas le coût réel. Il y a des subventions publiques qui sont très importantes derrière, qui permettent de faire fonctionner le système. Moi, j'habite le centre-ville, je paye en loyer de centre-ville, j'utilise peu les transports publics. Est-ce que c'est juste que via mes impôts, je sponsorise quelqu'un qui a fait le choix d'aller vivre loin à la campagne, où il payera un loyer beaucoup moins cher? Est-ce que c'est juste que je l'aide? Disons que la S'il question ne viendra pas vous empoisonner devant chez vous. C'est l'avantage s'il prend les transports publics ou s'il est dans un pays plus. Par contre, et c'est la question abordée par M. Mera, est-ce que c'est juste qu'il puisse s'établir où il veut, même forcément très loin, et avoir une déduction fiscale qui prend cela en compte? C'est vrai que ça se discute. Et je pense que limiter à 3 000, c'est une bonne chose. C'est aussi la discussion qu'on a avec le surveillant des prix. Parce que c'est exactement la position du surveillant des prix. Elle est celle de dire il faut limiter ce qu'on fait payer à l'usager, et puis les trous, ils restent. Si l'usager paye moins, le trou dans la caisse à Philippe, qui est un trou... Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Quand j'ai fini de payer, il n'y a plus de trou. Au fond, ils s'aiment, hein, on vous rassure. Les vases communicants fonctionnent. Oui, tout à fait. Mais simplement, ce qui n'est pas payé par l'usager est payé par le contribuable, de façon simplifiée. Il faut savoir quel mix on veut mettre. Et là, la politique a aussi une réponse à apporter. Et dans le projet FEF qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, on a dit on veut que l'usager paye plus. On a fait augmenter ce qu'on appelle les prix des sillons. Donc, de façon à ce que la caisse de Philippe soit un peu davantage remplie, en disant c'est aux usagers de payer cette partie-là, et voilà. J'aimerais quand même dire une chose. Comme vous le présentez, M. Moulin, vous avez l'impression qu'il y a les gens qui vraiment sont des profiteurs parce qu'ils vont habiter au-delà de la ville, un peu à l'extérieur. Je crois qu'il y a certains qui sont obligés, parce qu'il n'y a tout simplement pas de logement pour eux dans les centres. Tout le monde ne fait pas, par plaisir, un déplacement entre Yverdon, Neuchâtel ou Genève, ou Fribourg et Genève. S'ils le font, c'est parce que peut-être on ne trouve pas suffisamment de logements dans les centres en question. Alors il faut bien offrir à ces gens des moyens de transport qui leur permettent de se déplacer. C'est un peu rapide de dire qu'il y a les profiteurs qui vont à la campagne aller un peu... C'était de la provocation, c'est mon métier que d'en faire. Néanmoins, je l'admets volontiers. Néanmoins, il y a quand même un tout petit peu de ça. C'est quand même un petit peu la solution de facilité. Puis c'est vrai que les programmes d'agglomération, pour revenir à ça, visent précisément à examiner les choses à l'échelle de l'aménagement du territoire et de l'organisation des transports. Et le projet, c'est clairement de densifier la ville, de la rendre attractive, c'est-à-dire aussi moins polluée, soit dit au passage, avec des espaces verts de qualité. Tout ça, ce sont les piliers des projets d'agglomération, tant Franco-Val de Genevois que Lausanne-Morges, pour ne prendre que ces deux gros exemples. Et juste pour vous dire les chiffres que je connais, les seuls trous dans les anciennes zones industrielles, par exemple, ou espaces non encore urbanisés, dans le périmètre dit compact de l'agglomération de Lausanne-Morges, permettent d'accueillir
si on le souhaite, pas loin de 200 000 habitants et emplois, soit la totalité du pronostic d'augmentation de la population dans le canton à l'horizon 2030 et quelques, sur le seul périmètre compact de Donc, l'agglomération. densifier les villes comme solution pour limiter l'explosion des besoins de mobilité. Justement, ce sera ma dernière question, puis après je crois quand même passer au public. Il y a un petit paradoxe là, on se retrouve et à Genève et à Lausanne avec des projets d'agrandissement des gares dont on a vu la nécessité, mais dans les deux cas, il risque de se faire, en tout cas c'est programmé à Lausanne et c'est encore en discussion à Genève, il risque de se faire au prix de destruction de logements qui ont le tort d'être voisins de la gare. Il y a un petit paradoxe, hein, on dit aux gens de vivre en ville, en même temps on doit agrandir la gare et puis on met du logement dehors. Qui vous expliquer là-dessus? Moi, je veux bien réagir tout de suite, puisqu'on parle de la gare de Lausanne. Les deux réagiront. On parle, enfin les CFF ont acquis et s'apprêtent à démolir quelque chose de l'ordre de grandeur de 80 logements. Dans le même temps, on a développé une nouvelle halte RER à Prix-Malais, en face d'une ancienne friche industrielle, les anciens abattoirs de Lausanne et tout ce secteur-là, sur lequel on vient de faire un concours d'urbanisme qui débouche sur un projet de densification qui crée 1600 emplois et 800 logements. C'est juste le décuple des logements qui devront être détruits à Lausanne. Admettez avec moi qu'il n'y a pas... Et si vous faites aussi 1600 emplois, il faudra aussi 1600 appartements. Hein. Oui, mais c'est ça qu'il dit, 1600 emplois et à côté de ça, 800 appartements voilà. Qui en moyenne représentent à peu près 1600 habitants. D'accord, on peut s'exprimer peut-être sur la situation Genève, je crois qu'en le voyant positivement, il y a quand même, tout le monde tombe d'accord qu'il faut faire 2 voies supplémentaires. Maintenant, on se demande juste où et comment. Et c'est la discussion actuelle. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'une extension actuelle comme sur la partie grotte, pour ceux à qui ça parle, c'est donc très bien derrière la gare. De Genève, pardon. De Genève, voilà. De Cornava, parce qu'il dit à Genève. Genève, Cornava. Et l'idée, c'est de reconstruire de toute façon du logement. Il y a une bonne partie qui sont des friches, qui sont là en fait, puisque le quartier avait été appelé à être détruit déjà depuis les années 30. Il y a eu effectivement... Il a été sauvé par des insurgés qui n'ont pas se laissé démolir cette fois. Mais la plupart des immeubles sur la frange urbaine sont déjà démolis ou n'existent plus. Il y a effectivement quelques immeubles, un peu plus qu'à Lausanne, mais c'est de l'ordre de 100 appartements. Mais il faudra trouver une solution. Puis on s'engage vraiment à la chercher et on a déjà les possibilités de construire plus sur les lieux. Parce qu'il y a des endroits, typiquement derrière la gare, qui ont été laissés à l'abandon depuis des décennies. Et au même prix, parce que c'est souvent des logements... Pas forcément exactement au même prix, forcément, puisque c'est du logement neuf, mais ce n'est pas non plus les mêmes types de logements, mais ce sera quand même des logements sociaux. Et on a une loi qui est très critiquée à Genève, mais la LDTR, qui oblige d'une part, quand on démolit, à construire un tiers de plus, et en plus avoir des prix tout à fait contrôlés. Et la plupart de ce périmètre appartiennent aux collectivités publiques. Donc si avec tout ça, on n'arrive pas à faire du logement correct, décent, et des logements d'utilité publique, je pense que, en tout cas, c'est l'objectif du canton. Je vois que M. Bourgeois de réagir. J'aime beaucoup ce que dit Mme Kunzler et je la remercie de nous aider à réaliser cet agrandissement de la gare de Genève-Cornava. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec la construction du CEVA, on aura à La Praille, à Chembourg, à Eaux-Vives, des constructions assez importantes de logements. Valorisation des sites ferroviaires qui vont permettre à des gens de se loger. Il y aura des changements, il y aura des vases communicants. Je crois que sur le nombre de logements, en fin du compte, il y en aura plutôt plus que moins. Dans des milliers. Mais c'est vrai que si j'habite à côté de la gare de Lausanne ou aux Grottes et que je dois déménager, c'est jamais très agréable. Sachez aussi qu'on ne fait pas par plaisir, vraiment contraint et forcé, et en essayant de trouver les meilleures solutions possibles d'entente avec les autorités cantonales et communales. Et on se prend tellement à l'avance qu'on s'est peut-être pris trop vite pour communiquer tout cela, puisque les travaux n'ont pas encore commencé.
Bon, encore Monsieur Minafé, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup parlé, je suis désolé. Réagissez encore et après vraiment on passe au plus. Peut-être dans ce cas-là, c'est un cas extrêmement intéressant en fait dans le développement de l'arc lémanique, parce qu'en fait, on a là typiquement un conflit métropolitain où deux échelles interviennent. On a l'échelle locale autour des gares avec des populations qui vont se mobiliser pour défendre leur quartier, et puis une échelle plus globale, celle de métropolitaine, où je crois qu'il y a un intérêt collectif reconnu par tous, même ceux qui habitent dans ces quartiers-là, pour agrandir ces gares. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le fait et la résistance de l'échelle locale par rapport à l'échelle métropolitaine. Et un exemple, peut-être que vous connaissez, celui au Baden-Württemberg, où dans un vaste projet de restructuration ferroviaire, le Stuttgart 21, qui était un projet de la fédération du Bund et du Land du Baden-Württemberg, a été vraiment freiné par des conflits locaux, par des oppositions locales. Et ça a même coûté la tête du président du Baden-Württemberg, qui a dû partir, puisqu'il s'est fait la réaction s'est passée à ce moment-là précis. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer ces conflits d'échelle. Et je crois que je profite d'avoir les acteurs là pour essayer vraiment d'avoir une oreille attentive, disons, aux revendications des personnes qui habitent au sein de ces quartiers. Je crois que la remarque est très, très judicieuse. Elles ne sont pas évacuées d'un revers de main, je tiens à le préciser. On a notre attitude aussi. D'entente avec la ville, avec CFF, pour trouver des solutions au cas par cas, et puis D'accord. on s'y prend. Ok, on va vraiment maintenant passer aux questions du public, s'il y en a. Enfin, en tout cas, je vous invite à profiter du fait que vous avez d'aussi magnifiques puits de science devant vous, et de pouvoir. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Est-ce que quelqu'un voudrait profiter du fait d'avoir en si beau panel? On vous a tellement assommé que ça. Ça vient. Madame, Monsieur Gaudron, je crois tout à l'heure, a parlé d'un système de financement des infrastructures unique au monde et pérenne. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est que ce système? L'auteur est à côté de moi. Ça sera donc Monsieur Mera. C'est la création d'un fonds destiné à financer les infrastructures, un fonds qui est séparé des comptes généraux de la Confédération, qui a sa propre comptabilité, qui est alimenté par les recettes actuelles du fonds FTP, c'est-à-dire la redevance poids lourd liée à la prestation, 1 pour 1000 de TVA, quelque chose qui vient aussi de l'impôt sur les huiles minérales, et puis auquel on rajouterait aussi la part augmentée de la Confédération au financement des infrastructures, enfin tout un système de sources de financement qui viennent se jeter dans ce fonds pour environ 5 milliards de francs par an, en grosso modo, de chiffre d'affaires. Et puis avec tout cet argent, nous aurions donc la charge à la fois d'entretenir le réseau existant, mais aussi de penser et de réaliser son extension à travers des petits, c'est vite des milliards, hein, mais à travers des programmes plus restreints dans le temps qui s'étaleraient sur tous les 4 ans, tous les 8 ans, où on lancerait une nouvelle tranche de travaux. Pour préciser que ce n'est pas uniquement pour le réseau CFF, le réseau de l'infrastructure nationale, ce sont aussi des entreprises de chemin de fer dites privées, les petits trains, comme on les appelle parfois, qui sont pris dans ce même pot commun, qui seront alimentés et qui permettent d'assurer véritablement à long terme l'entretien d'un réseau extraordinairement maillé, parce qu'ailleurs, y compris en Europe, on a plutôt démantelé des lignes, ce que nous avons extrêmement peu fait chez nous. Et ce projet est en discussion maintenant dans le Parlement. C'est le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative de l'ATE. Et comme on touche à la Constitution, on aura un vote populaire très certainement sur ce projet d'ici quelque part, comme 2 ans environ, en 2014. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Peut-être, là je vois quelqu'un... J'ai du mal à voir, parce que j'ai des spots tels la rockstar moyenne, hein, donc j'ai du mal à voir l'Assemblée. Attendez le micro, monsieur, on vous entendra mieux. Gérard Chapuis, je suis un ancien responsable des transports internationaux à l'Office des transports. Et je salue mon ex-collègue, monsieur Gaudron. J'ai été très frappé au début de ce panel, que je trouve très intéressant, et je vous remercie beaucoup. Par la mention de l'esprit d'anticipation dans notre pays au niveau de la mobilité. Et je me demande justement comment, dans cet état d'urgence que nous vivons quand même
actuellement par rapport aux capacités ferroviaires et routières d'acheminer un trafic assez régulier, je me demande si un meilleur esprit d'anticipation n'aboutirait pas justement à résoudre dans des délais un peu plus brefs que ceux évoqués les questions d'urgence. Quand on fait une analyse même démographique, sociologique sur le futur de la demande en fait en mobilité, je pense qu'il est assez important de ne pas se dire normalement toute décision qui implique des investissements extrêmement considérables va prendre 10 ans, donc on ne sait pas par quoi on va commencer. Je vous coupe, il faudrait qu'il s'agisse d'une question, mais si je vous comprends bien, la question générale c'est messieurs, madame, êtes-vous trop lent? Moi j'ai envie de... Je voulais juste dire que... C'était pas ça? Oui. Mais il y a une... Je voulais suggérer une hiérarchisation dans justement la réalisation des projets. Alors en 10 secondes. D'une manière chronologiquement acceptable pour le futur. Merci. Cette planification existe. Il y a un catalogue chez M. Mera qui a été examiné sous les 4 coutures, qui pèse plus de 43 milliards de francs. Puis encore, ça c'est la liste écourtée, parce que si on écoutait les cantons et les régions, la liste elle ascend à 60 milliards. Et il y a des priorisations, et c'est d'où la méthode des étapes successives mentionnées par M. Mera tout à l'heure. Donc une première tranche de 3,5 milliards, on espère 6 milliards, devrait être enclenchée pour s'achever en 2025, et l'autre venant prendre le relais juste derrière. Donc la planification, la priorisation, elle existe, elle doit aussi être cohérente, parce qu'il y a un moment donné, quand on fait une intervention, je reprends l'exemple des gares de Lausanne et de Genève-Cornava, il faut mettre à niveau l'ensemble du système. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que bien sûr il y a des réponses de type infrastructurel, mais au fond les usagers, eux, ils s'en fichent pas mal de l'infrastructure, si ça coûte cher ou pas cher. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir monter dans des trains plus nombreux, plus fréquents ou plus rapides. Et de ce point de vue-là, un grand merci, un immense merci au CFF qui nous ont juste pas laissé dans la panade avec du nouveau matériel roulant. Ça vaut pour le RER avec ces nouvelles rames qui permettent de grappiller les secondes si précieuses quand on calcule les coûts d'infrastructure. Avec en décembre prochain la mise en service des nouvelles rames du Régio Express, rames à 2 étages, plus performantes, qui vont juste augmenter de 30% à peu près la capacité entre Lausanne et Genève. Et ça, c'est décembre prochain. Et puis on pourra encore prendre d'autres exemples où, grâce à une approche vraiment intelligente, les CFF ont réussi à économiser des milliards d'infrastructures avec des réponses qui sont sur le domaine. Donc les améliorations vont venir, mais il n'en reste pas moins. C'est quand même cette question, est-ce que ça n'a pas été trop lent à venir? Mais c'est toujours trop lent. Mais d'un autre côté, si on se compare avec le reste de l'Europe, regardez un peu dans quel état se trouve la mobilité dans les pays qui nous entourent. Je crois qu'on a quand même un système de transport public qui est assez performant, qui est dense, qui est de bonne qualité, qui est fiable. Et je crois cher. Non, cher, ça dépend. Si vous prenez une fois le train tous les 30 minutes, ok. Mais dans la moyenne européenne, clairement dans la moyenne européenne, malgré les taux de change, et surtout qui est pour un niveau de prestation qui n'est juste pas comparable. Et puis on a aussi ce que vous disiez tout à l'heure avec Stuttgart 21, on a aussi un processus démocratique qui vise à associer tous les échelons de décision, communaux, cantonaux et fédéraux, et qui fait qu'on prend peut-être un tout petit peu plus de temps qu'un trait sur une carte, et puis après il y a les barrages et les barricades des oppositions. Mais en fait, on réalise quand même. Je mets à Genève, Madame Kutzler, on a mis 100 ans, mais maintenant on le fait quand même. Si ça a mis 100 ans, c'est que c'est pas toute cette route. Ok, est-ce qu'il y a encore une dernière question dans le public? Parce qu'après, je crois qu'il y a un apéritif qui nous attend. Oui, je vois une main qui se lève et un micro qui y arrive. C'est miraculeux. J'ai une question pour Monsieur Mera, pardon, et puis accessoirement pour Madame et Monsieur le conseiller d'État.
Vous avez parlé du financement des grandes infrastructures ferroviaires, mais comment est-ce que vous voyez quelle place il y a à l'avenir au niveau de la Confédération pour une poursuite ou non du fonds d'agglomération? Écoutez, c'est une excellente question. On a des réflexions au sein du département à l'heure actuelle sur la suite à donner au fonds d'infrastructure. Je crois on souhaite tous pouvoir continuer avec cet instrument. Vous en avez montré tout l'intérêt, tout le côté structurant que cet instrument a eu, les réalisations. Maintenant, on est dans la première phase de réalisation, on a les deuxièmes phases de réalisation qui arrivent. C'est véritablement quelque chose de très très important. C'est une petite modification constitutionnelle quand même. Les agglomérations étaient jusqu'à présent quand même dans la responsabilité des cantons, et c'est une forte intervention de la Confédération dans un domaine cantonal, ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Mais la difficulté essentielle, c'est ça, c'est qu'il faut de l'argent. Il faut trouver de l'argent à mettre dans ce fonds d'infrastructure. Et c'est là que les choses vont jouer, parce que je ne souhaite pas donner de mon argent, de mon fonds à moi, pour mettre dans le fonds d'infrastructure. Donc il faudra trouver de l'autre argent. Et ça, c'est difficile. Madame Gutserge. Je pense que c'est vraiment essentiel que ça puisse continuer. On l'a vu sur Genève, Vaud, enfin toute notre agglomération avec tout ce qui est en France aussi. Et c'est vrai que là, on est dans le transfrontalier et c'est absolument nécessaire. Ça a donné à Genève l'impulsion pour faire son projet d'agglomération et de continuer au-delà des frontières cantonales, d'avoir des infrastructures de tram, de mieux aménager pour qu'on puisse mieux utiliser les infrastructures comme le CEVA, des grosses infrastructures ferroviaires. Mais si on n'avait pas cette incitation, même si elle est minime, elle a permis au canton de Genève et à ses voisins de se structurer, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était vraiment une révolution. Et ça, je pense que ça vaut la peine de continuer de donner ces impulsions aux régions pour qu'elles puissent vraiment penser leur aménagement de manière beaucoup plus globale. Alors on va peut-être terminer sur une note clairement positive. On parlait de son argent qu'il n'a pas envie de réaffecter au projet d'agglomération. C'est notre argent. D'abord, c'est le nôtre à tous. C'est le nôtre à nous tous. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, 0,4 points de TVA qui auront été utilisés jusque-là pour renflouer la caisse de l'assurance invalidité ne seront plus nécessaires, en principe, si les calculs étaient exacts. Et puis alors se posera la question, est-ce qu'on ramène la TVA à 7,6% ou est-ce qu'on réaffecte ces 800 millions par année? Oh, non, c'est plus. Un pour 1000 de TVA, c'est 350 millions, ça fait 1,4 milliard. Ah ouais, c'est 1,4 milliard. Voilà. Alors, il y a peut-être une partie. Noël. Il y a peut-être une partie qui pourrait être réaffectée à ce domaine qui intéresse tout le monde, au fond, au moins autant que l'assurance invalidité. D'accord. Je remercie tous les participants de cette table ronde. Je veux dire juste un mot. Oui. Moi, j'aimerais Alors, non, très très vite. J'aimerais juste dire que maintenant, on a parlé de grands projets, on a dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour les décider. Mais j'aimerais moi me tourner, il y a des gens là qui sont ceux qui réalisent les projets. Je suis le chef de projet Léman 2030, j'ai M. Pittet, j'ai M. Knipfer, c'est tous des gens, des cadres d'ici qui vont réaliser ces projets. Et je crois que c'est ces gens-là qui vont faire la différence, qui vont faire que ces projets passent du papier à la réalité tous les jours. Je les remercie d'être venus ce soir parce qu'ils auraient pu être sur des terrasses, il fait beau dehors. Merci d'être venus et bon courage, allez-y. Je crois qu'on a besoin de vos travaux pour pouvoir réaliser ces grands projets. On vous soutient et on vous finance. Il va s'agir justement d'activités apéritives immédiatement. Je passe la parole à Mme Bergonzi. Alors, merci. Allô. Alors, merci beaucoup. Merci à Marc Moulin et à ses invités. Donc, Lausanne, Genève, Canton de Vaud, Canton de Genève et Confédération aussi. Même combat pour la mobilité, pour le cinéma aussi. Là, c'est la Cinémathèque qui parle. Alors, effectivement, je vous invite à poursuivre cette discussion autour d'un verre qui est offert par le Canton de Vaud de Genève et par la Cinémathèque suisse. Je vous rappelle qu'à la fin de l'apéro, vers plus ou moins 8h30, vous aurez la possibilité de voir, découvrir, revoir un film de Ken Loach qui s'appelle The Navigators. Alors, Marc Moulin, tout à l'heure, il m'a dit « Mais pourquoi commencer cette manifestation avec un film triste ?» Alors, c'est un point de vue, bien évidemment, mais on ne pense pas que c'est un film triste. C'est évidemment un film
très Ken Loach. Donc c'est un film social, engagé, qui parle de train, qui parle de chemin de fer, qui parle de privatisation, qui parle aussi des petits gens qui travaillent pour les chemins de fer. Et c'est un film tragique et comique à la fois. Et donc, on espère que vous allez l'apprécier. Et je vous invite bien évidemment à suivre aussi les autres films jusqu'à dimanche à Lausanne et à Genève. Merci beaucoup et bonne soirée.